Bon, nous sommes dans la série des vrais chefs d'État africains et d'après les 2 épisodes précédents, j'ai pu comprendre que ça dérange déjà. Et c'est pas fini, chimérique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joaila, chercheuse en histoire et culture africaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'une des figures les plus incontournables concernant la politique africaine, le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah. Comme d'habitude, on commence de façon chronologique. Il est né dans une famille très modeste, mais pour autant, il a eu les moyens d'aller étudier à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il n'est pas allé n'importe où aux États-Unis, mais dans une université noire. On était dans les années 40, c'est-à-dire en pleine ségrégation. Du coup, en fréquentant les étudiants afro-américains, il se rend compte de leur intérêt pour l'Afrique et parfois même de leur éveil pour leurs racines africaines, d'où une certaine citation de lui qui est aujourd'hui très célèbre. Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Il va également devenir le président des étudiants africains des États-Unis et du Canada, ce n'est quand même pas rien. À la suite de son séjour aux États-Unis, il poursuit à l'étranger avec cette fois des études en Angleterre. Au cours de ses études en Angleterre, il va tisser des liens de profonde amitié avec Julius Nyerere, qui par la suite va devenir le premier président de la Tanzanie, avec Jomo Kenyatta, qui par la suite va devenir le premier président du Kenya, et avec Kenneth Kaunda, qui par la suite va devenir le premier président de la Zambie. Hasard? Je ne crois pas. Et donc, il organise le 5e congrès panafricain en Angleterre en 1945. Après toutes ces expériences enrichissantes aux États-Unis et en Angleterre, Kwame Nkrumah décide de ramener ce qu'il a appris au Ghana. Il rentre donc dans son pays, il constate que le colonialisme oppresse son peuple comme jaja. Donc il s'investit dans la vie politique du Ghana qui à l'époque s'appelle encore la Côte d'Or et qui est une colonie britannique. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux à l'époque, eh bien il gagne très rapidement en notoriété. Et il utilise son influence pour appeler au boycott. Il bloque les routes, il provoque des grèves et surtout il met en place un puissant boycott de tous les commerces des colons. Il est très suivi dans ces mouvements-là, donc les Britanniques le mettent en prison. Mais dès sa sortie de prison, Kwame augmente la dose. Il s'était fait la main en Angleterre en organisant le 5e congrès panafricain. Et bien là, dans son pays, il va organiser en 1953 un premier congrès africain dans la ville de Koumachi et en 1958 un 2e congrès panafricain dans la capitale Accra. De là, il obtient une véritable crédibilité politique. En 1960, Kwame Nkrumah triomphe de plus de 10 ans de lutte intense pour obtenir l'indépendance de son pays. Et en plus d'obtenir l'indépendance, il est carrément élu président. L'une des premières choses qu'il fait, c'est de renommer ce pays qui s'appelait la Côte d'Or. C'était un nom colon. Il préfère le nom de Ghana en honneur au puissant royaume du Ghana. Il va d'ailleurs commencer à poser les premières pierres de son rêve, les États-Unis d'Afrique, en créant une fédération entre le Mali, la Guinée-Conakry et son pays, le Ghana. D'ailleurs, il va énormément aider la Guinée-Conakry qui vient d'arracher son indépendance à la France en lui prêtant plus de 25 millions de dollars. Toujours dans le but de créer une unité africaine et surtout des collaborations efficaces, il va rencontrer Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, Patrice Lumumba, premier ministre du Congo-Kinshasa, le président du Libéria et bien d'autres leaders africains. Alors certainement par rapport à ses fréquentations des Afro-Américains et de la diaspora en Angleterre, il va faire de sa nation, le Ghana, une terre d'accueil pour toutes les personnes de la diaspora qui souhaitent rentrer s'installer en Afrique. Il va d'ailleurs accueillir l'artiste américaine Maya Angelou qui va s'installer au Ghana pendant plusieurs années et il va inviter Malcolm X et Martin Luther King à séjourner. Bien évidemment, cette histoire d'unité africaine inquiète au plus haut point les Occidentaux. Du coup, il va se faire persécuter avec des sabotages de l'intérieur et une diabolisation depuis l'extérieur. Kwame Nkrumah ne se laisse pas faire, il contre-attaque en essayant d'établir des alliances avec la Russie et la Chine, c'est-à-dire les ennemis de l'Occident. Cette stratégie lui sera fatale puisque les États-Unis et l'Angleterre organisent un coup d'État contre lui pendant justement qu'il est en visite en Chine. Kwame perd le pouvoir et malheureusement, seulement quelques années plus tard, il décède d'un cancer. Alors dans cette chronique, je ne peux pas rentrer en détail dans le parcours extraordinaire de Kwame Nkrumah, mais simplement avec ce que je t'ai dit,
Ça devrait te donner envie d'approfondir. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que Kwame Nkrumah est l'un des premiers chefs d'État qui, après la colonisation, a appelé tous les pays africains à s'unir. C'est dans l'unité que nous avons vaincu toutes les formes de domination. C'est dans l'unité que nous avons prospéré pendant des millénaires sur le continent africain. C'est également avec l'unité que nous allons reconquérir notre puissance financière. Donc si tu as regardé jusque-là, commente unité, dépose ton like et on se dit rendez-vous à la prochaine chronique que tu ne vas pas manquer puisque tu es abonné sur Afrique Résurrection.